Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde partie du Tour de France Azur côté infrastructure avec les nouveautés printanières 2021. Je suis Stanislas et je suis toujours accompagné de Pierre qui va nous attaquer un sujet aujourd'hui qui peut être un peu d'actualité pour certains, qui est la partie service de récupération. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va partir sur la partie service de récupération et on va commencer par un premier sujet qui est le Backup Center. Donc, Backup Center, qui est un nouveau service dans Azure, donc en fait, qui est ni plus ni moins une console d'administration centralisée qui va me permettre de gérer tout ce qui touche autour du backup dans Azure. Donc, la première chose qu'on va pouvoir gérer avec cette console, c'est tout ce que j'ai pu déjà déployer avec Recovery Service Vault, avec le service Recovery Service Vault, qui est un service effectivement qui touche deux scénarios. Le premier, qui est plutôt de l'Azure Site Recovery, donc là on est plutôt sur des sujets de PRA, et puis effectivement un sujet backup. Donc dans les Recovery Service Vault, sur la partie backup, qu'est-ce qu'on va pouvoir backuper? On va pouvoir backuper des VM qui s'exécutent dans Azure, des VM qui exécutent du SQL Server à l'intérieur, donc petite parenthèse, question MCP, de l'Azure File, le compte de stockage exposé en SMB avec, au travers des services Azure File, des VM qui exécuteraient des workloads de type SAP HANA, et puis plus des scénarios, on va dire on-premise, c'est-à-dire de l'Azure Backup Server, donc qui est plutôt de l'externalisation de backup que l'on aurait fait sur site, de l'agent Mars, et puis du DPM, du Data Protection Manager, qui effectivement existe toujours, qui ne rajeunit pas. Avec le Backup Center, on va aussi pouvoir déployer un nouveau service qui est le Backup Vault, tout court, et qui lui va nous proposer donc trois scénarios. Le premier, l'Azure Database for PostgreSQL, donc qui est le service manage, un des services manage d'SQL qui tourne autour de la data, et puis deux services supplémentaires, l'Azure Blob, donc j'ai un compte de stockage, et puis je vais pouvoir sauvegarder la partie blob de mon compte de stockage, et puis de l'Azure Disk, donc les disques manage de VM, sur lesquels aussi je vais pouvoir faire des backups. Alors, on va passer sur l'Azure Blob. Alors, pour pouvoir mettre en œuvre le backup de la partie Azure Blob, donc déjà, dans un premier temps, on va créer un Vault dans la nouvelle console Backup Center. Ensuite, on va assigner des rôles, on va assigner un rôle de Storage Account Backup Contributor Role au Vault sur le Storage Account que l'on souhaite backuper. Donc, on va voir un petit peu comment on fait. Et puis ensuite, on va créer une stratégie de sauvegarde. Combien de temps, quel est le nombre de sauvegardes que je souhaite faire, les sujets de rétention, etc. Et puis, une fois qu'on a créé sa stratégie de sauvegarde, eh ben, il suffira de commencer à paramétrer du backup en s'appuyant sur la stratégie que l'on a créée. Alors, sur la console Azure, vous allez chercher un service qui s'appelle Backup Center, hein, qui est nouveau. Ensuite, sur le Backup Center, une fois que vous l'avez lancé, cette console, vous allez aller sur la partie Vault, sur la partie gauche, là, Vault. Et puis ici, de base, déjà, au travers de cette console Backup Center, vous allez pouvoir déjà récupérer déjà tout ce qui touche autour du backup de votre souscription. Et puis là, ici, on peut voir que j'avais déjà paramétré du backup au travers du service Recovery Service Vault. Et puis là, j'ai possibilité de le voir au travers de la console Backup Center et éventuellement pouvoir l'administrer. Donc là, ici, je vais créer un nouveau service de Backup Vault dans la console Backup Center. Et puis là, effectivement, j'ai deux types. L'ancien, le Recovery Service Vault, et le nouveau, le Backup Vault, avec les trois scénarios. Je vais renseigner bien évidemment la souscription, mon abonnement, le ressource groupe, le nom du backup vault, sa région, et puis ensuite c'est là où je vais venir sélectionner mes backups si je souhaite qu'on soit sur du stockage localement redondant ou du stockage géorépliqué. Attention, une fois qu'on a paramétré là, on ne peut plus revenir dessus. Voilà, donc là j'ai suivi cet assistant, il va me créer mon vault. D'accord, j'avais donc le nom, c'était le Vault TDF.
Ensuite, ce que je vais faire, donc on parle bien d'un compte de stockage, un storage account, et effectivement, je vais donner les droits. Je vais venir assigner un rôle, le rôle qui est déjà prédéfini ici, qui est un rôle storage account backup contributeur, d'accord, et que je vais attribuer au vault que je viens de créer ici, donc qui est le vault TDF. Hein, c'est le premier prérequis pour pouvoir le faire. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à venir travailler sur les stratégies de backup que je souhaite mettre en œuvre par rapport à ce compte de stockage. Et puis ici, je vais suivre un assistant qui va me demander le nom, je vais donner un nom à cette stratégie. Sur la partie data source, on va me demander de quelle data source. Donc là, ici, ça peut être du blob, ça peut être du disque ou ça peut être un Postgre. D'accord? Et puis là, effectivement, le nom de la stratégie qui sera attribué au Vault. OK, donc là, ici, je vais... Alors, dans cette preview, parce que c'est un service qui est en preview, pour l'instant, c'est un backup par jour et des rétentions jusqu'à 30 jours, pas plus. D'accord? Donc après, évidemment, tout ça, ça va évoluer. Vous pourrez venir rééditer après quand les fonctionnalités changeront. OK, donc là, on a bien défini tout ça. Donc là, ici, effectivement, donc j'ai une première stratégie qui s'appelle Blob Policy. Et puis, c'est un par jour. Et puis, avec une rétention de 30 jours là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est ma stratégie. Et puis ensuite, une fois que j'ai terminé cette stratégie, je vais enfin définir le backup de mon compte de stockage. Donc là, ici, encore une fois, je vais être redirigé sur un assistant. On parle d'un data source de type Azure Blob, le nom du Vault. Ensuite, je vais venir chercher la stratégie que j'ai créée précédemment. Et puis ici, je vais venir sélectionner mes comptes de stockage. D'accord? Donc là, ici, j'ai choisi de prendre un compte de stockage qui s'appelle source démo TDF. Voilà. Et puis ensuite, il va venir valider, va regarder si le rôle a bien été assigné, comme je vous ai montré tout à l'heure. Sinon, vous allez passer en erreur et il y aura une petite lecture et on va vous dire effectivement, attribue le rôle qui va bien au compte de stockage et puis attribue bien la manage identité du Vault qui a été créé. OK? Voilà, donc là, une fois que ça s'est terminé, en général, ça se passe plutôt bien. Et ensuite, ici, j'ai une notification comme quoi le premier Vault a bien été configuré. Voilà, donc ça, c'est une petite vue des restore points, puisqu'effectivement, après, au fil du temps, on va avoir des restore points, plusieurs restore points, qui vont me permettre de revenir restaurer par rapport à un restore point que je peux voir ici. Voilà. Donc pour la restauration, c'est très simple. Vous allez retourner sur la console Backup Center. Vous allez venir sélectionner votre Vault, donc là qui était le Vault TDF. Et puis ici, vous voyez ici que j'ai effectivement sur la partie Overview au centre ici là, je fais bien attention d'être bien sélectionné sur Azure Blob et non pas Azure Disk ou Postgre. Donc là, on est bien sur l'Azure Blob. Ensuite, ici, effectivement, j'ai bien une instance de protégé. Donc là, je vais venir cliquer dans l'instance protégée. Et bien évidemment, ici, je vais ici la sélectionner. Et ensuite, je vais venir cliquer dans Restaurer. Voilà, ici, par rapport à la restauration, je vais sélectionner le Restore Point auquel je souhaite revenir backuper les éléments de mon blob. Et puis ici, je vais donc venir sélectionner ça. Et ensuite, j'ai trois possibilités sur la restauration. La première, c'est restaurer tout blob storage. Bon. La deuxième, c'est de venir sélectionner un conteneur du blob. Ou alors, troisième solution, c'est de venir définir un préfixe de conteneur que je souhaite restaurer. D'accord ? Voilà. Donc là, ici, dans cet exemple, j'ai plutôt pris la solution, je restaure simplement un conteneur de mon blob. Donc là, ici, c'est le conteneur 01. Et puis ensuite, je vais venir le sélectionner comme ça. Voilà. Et puis ensuite, je vais restaurer. Donc là, effectivement, dans la console du Backup Center au niveau de mon Vault, je vais voir que la restauration, elle est in progress. Et puis ici,
à la fin, théoriquement, si je clique dedans, à la fin, je vais avoir un statut completed. Voilà. Et puis, je retourne sur ma console. De manière synthétique, ici, je vais voir qu'effectivement, la partie in progress a terminé et on est passé sur plutôt la partie completed. Voilà. Alors, on va partir maintenant dans le scénario sur le backup d'un Azure Disk, donc un disque manage, donc qui sont les disques dédiés pour les machines virtuelles. Alors, pour pouvoir mettre en œuvre ce scénario, donc toujours, on va faire de la même manière, donc exactement la même que sur le blob storage. Donc ici, on va créer un vault au travers du backup center. Ensuite, on va créer une stratégie de backup pour ces disques. Ensuite, on va créer un resource group pour les snapshots, puisque effectivement, la partie backup des disques manage s'appuie sur les mécanismes de snapshot dans Azure. Donc là, effectivement, il est recommandé que les backups de ces disques aillent dans un resource group dédié. Ensuite, il restera à assigner des rôles au backup vault au niveau des disques, au niveau du resource group, et puis il restera ensuite à paramétrer la partie création de backup. Donc là, ici, j'ai créé un vault qui s'appelle Vault TDF USA. Alors attention, donc on est dans de la preview et pour pouvoir tester ce nouveau service uniquement sur le scénario de disque et non pas comme du blob tout à l'heure. Là, effectivement, ce scénario est disponible uniquement dans les régions aux US. Donc là, j'ai créé un vault donc aux US. Donc là, ici, une fois qu'il a été créé, ce vault TDF USA, je vais ici aller dans les stratégies de backup. Je vais rajouter une stratégie ici. Donc là, ici, je vais donner un nom à cette stratégie. On parle bien d'un data source venant d'Azure Disk. Et puis, je vais l'associer au vault que j'ai créé, encore une fois, qu'il a dans la région Est-US2. Ici, c'est là où on va paramétrer les fréquences de backup. Encore une fois, hein, c'est les mécanismes de snapshot. Donc là, de base, de tête de mémoire, ça peut être fait tous les 4, 6, 8, 10, 12 et jusqu'à 12 heures. Et puis les rétentions, je crois que c'est limité encore à 7 jours. Ensuite, donc une fois qu'on a défini les fréquences de backup, une fois qu'on a défini la rétention, on continue dans l'assistant. Et puis ensuite, on va créer cette stratégie. Voilà, donc là, la stratégie est créée. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va venir assigner des rôles au vault. Donc là, en l'occurrence, c'est le vault TDF USA. Donc je vais assigner un rôle disque backup reader au disque que je souhaite backuper, d'accord, et je vais l'assigner à l'identité vault TDF USA. Il y aura un rôle aussi à assigner au vault TDF USA, donc qui est le rôle disk snapshot contributeur, et donc là, il sera assigné au niveau du resource group qui, lui, va recevoir les snapshots. Donc là, effectivement, il faudra aussi le faire à ce niveau-là. Et puis, une fois que ça a été fait, on peut aller vérifier si tout a été bien rentré correctement. Donc là, il suffit d'aller retourner sur le vault TDF USA, et venir voir au niveau des identités ici, si tout a été paramétré correctement. Donc là, au niveau de mon vault TDF USA, il a les rôles donc disque backup reader sur les disques que je souhaite sauvegarder, et il a le rôle aussi disque snapshot contributeur sur le resource group qui va recevoir ces snapshots. Voilà, donc tous les prérequis sont bons, et ensuite, donc, il ne reste plus qu'à lancer l'assistant du backup. Donc là, je vais le lancer. Les data sources, on est bien sur l'Azure Disk, on est bien sur un vault donc qui supporte ce scénario donc, aux US et dans la région Est-US2. Et puis ensuite, on va venir définir la stratégie que j'ai faite précédemment. Et puis ici, je vais venir sélectionner
mes disques, ce que je souhaite backuper. Donc là, j'ai pris pour cette démonstration 3 disques. Voilà, ici, c'est là où je vais venir lui dire les snapshots, je veux qu'ils soient stockés dans un ressource group. Donc là, le ressource group, bien évidemment, je l'avais créé. Je le valide. Voilà, et ensuite, je fais next. Puis ensuite, j'ai un petit récap de tout ça. Et ensuite, je vais configurer tout ça. Alors précisons que les snapshots seront toujours faits sur des standards HDD, donc du disque dur, le stockage le moins cher pour les disques manage, même si on fait un snapshot d'un SSD premium. C'est d'ailleurs précisé un petit peu plus haut dans l'interface, on l'a vu tout à l'heure. Mais Oui. les snapshots, eux, sont sur des disques durs, bien entendu, rotatifs et non pas sur du SSD, ce qui coûterait bien cher pour du snapshot. Absolument. Donc une fois qu'on a terminé ça, effectivement, vous retournez dans la console, dans le backup center, vous allez pointer sur votre Vault. Bien évidemment, au milieu aussi de l'overview, vous pointez bien sur les scénarios Azure Disk et non pas Blob ou alors SQL PostgreSQL, je vais y arriver, excusez-moi. Et puis ici, on voit bien les 3 disques qui sont backupés, et puis ça a l'air de bien se passer. Ok. Ensuite, là, ici, je vois que effectivement, mes disques sont bien protégés, donc a priori, tout se passe bien. Ici, vous attendez un petit peu, effectivement, en fonction de ce que vous avez paramétré, vous allez voir les snapshots arriver dans le resource group ici. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la partie backup. Pour la partie restauration, donc là, ici, on va retourner dans la console Vault TDF USA. J'ai mes 3 disques qui sont protégés, comme on peut le revoir ici. Et puis, je souhaiterais effectivement aller récupérer des données sur ce disque-là. D'accord? Donc, je vais aller cliquer dedans. Ensuite, je vais faire une restauration. Je vais pointer, je vais lui dire, je veux faire une restauration. Ici, je vais avoir la liste des restore points, c'est-à-dire à partir de quel moment je vais récupérer des fichiers, à quel restore point, d'accord? Ensuite, je vais sélectionner le restore point. Ensuite, je vais continuer au niveau donc de l'assistant. Ici, il va me demander où tu veux que ce disque soit monté. Donc là, je vais lui donner le ressource group sur lequel le disque sera remonté. Et puis, je vais donner un nom à ce disque de restauration. D'accord? Et puis ici, c'était pour vous montrer ici ce que j'avais mis en termes de rôle, pour pouvoir le faire. OK? Donc c'est là où Ensuite, on a un rôle qui est particulier, qui s'appelle le Disk oui, Restore Operator, qui est ouais, différent je du reviens rôle de ici, oui. reader qui Oui, lui fait oui, oui, le tout à backup. fait. Ouais, tout à fait. Oui, j'ai pas. Oui, effectivement, on a un rôle spécifique pour pouvoir restaurer ce rôle, ce backup dans un ressource group. Effectivement, c'est un rôle qui s'appelle Disk Restore Operator. Absolument. Ensuite, on continue l'assistant. On va restaurer tout ça. On voit au travers de la console Backup Center qu'il est en route. Il est en train d'effectuer sa restauration. En cliquant dedans, je vois qu'il est toujours in progress. Et une fois que ça c'est terminé, je vais le voir arriver ici dans le ressource group. D'accord? Donc mon disque restore ici, qui a été remonté par rapport au recovery point que j'avais désigné tout à l'heure, en donnant les bons droits évidemment. Et là, mon disque remonte ici. Et ensuite, pour aller voir les fichiers que je veux récupérer sur ce disque restore, il suffit d'aller le monter, l'attacher à une VM existante. D'accord? Donc je vais dans ma machine virtuelle qui s'appelle SRV-00 ici. Je vais remonter mon disque ici. D'accord? Je vais l'attacher. Voilà, disque restore. Donc, je vais bien le faire pointer sur mon disque qui a été remonté ici. Et puis ici, dans Windows, au niveau des gestionnaires de disques, je vais remettre ce disque online. Et puis, je vais pouvoir accéder à ce disque. J'en ai fini pour la partie Backup Center. Et on va passer donc à la partie monitoring. Parfait, donc on va partir sur le monitoring donc
les nouveautés au niveau du monitoring dans Azure. Alors, premier sujet, le monitoring au travers de Windows Virtual Desktop. Comme je vous l'ai dit dans la première partie de cette vidéo, on a les insights pour Windows Virtual Desktop, donc qui va nous permettre d'avoir un workbook Windows Virtual Desktop, qui est un tableau de bord interactif, qui va me permettre d'avoir plein d'informations, des informations sur les connexions, des diagnostics au niveau des hosts, de la performance au niveau des hosts, les users, l'utilisation des utilisateurs, et puis ensuite des informations aussi sur des alertes remontées, etc. Alors, on va regarder ça tout de suite. Pour pouvoir bénéficier des workbooks de Windows Virtual Desktop, vous allez aller dans la console. En général, quand on parle de workbook, c'est lié à l'Azure Monitor. Donc, on va aller sur Azure Monitor au niveau de la console d'Azure. On va sélectionner ici les workbooks. Et puis ici, on va aller tout en bas et vous allez voir ici que vous avez un workbook, une insight pour Windows Virtual Desktop, déjà de prédéfini. Il suffit, alors quand même, pour pouvoir bénéficier de tout ça, il faut installer les agents MMA dans les machines. Et puis, il faut également un Workspace Log Analytics. Et puis, ensuite, il faut, au niveau de vos VM hosts, des host pools, installer les diagnostic settings. Et c'est au travers de toutes ces informations qu'on va pouvoir récupérer ces informations dans un workbook. D'accord? Donc, une fois que vous l'avez fait, vous attendez un petit peu, vous lancez le workbook, et puis ensuite, vous allez avoir les informations qui vont remonter. Donc là, ici, on va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir des choses autour des connexions, des informations sur les hosts, sur les utilisateurs, les utilisations, les clients connectés. Est-ce que je me connecte avec le client Windows Virtual Desktop ou alors est-ce que je me connecte avec un navigateur? Et puis, bien évidemment, la remontée des alertes. Donc là, ici, ce sont des copies d'écran, excusez-moi, des copies d'écran là d'un host pool avec deux hosts. Donc là, on voit le nom host VDI 0, 1, et puis voir si tout se passe bien. On voit sur la partie droite les utilisateurs qui sont connectés, l'utilisation des utilisateurs sur les derniers 24 heures, etc., etc. Et puis sur la partie status, ici, vous voyez Need Assistance, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe pas bien. Donc là, j'ai déjà une remontée d'informations sur peut-être un problème qui pourrait y avoir sur mes hosts. Voilà. Donc, si on continue ici, si on navigue un petit peu dans ce workbook, c'est là où vous allez avoir des informations sur la latence, sur les utilisateurs, l'utilisation journalier, les utilisateurs par mois, etc., etc. D'accord ? Ici, sur les diagnostics de connexion, donc si les connexions réussites, les connexions qui ne se passent pas bien, vous allez avoir des informations là-dessus. Ensuite, on va avoir des informations sur la latence en fonction des utilisateurs. Vous allez avoir aussi, chose intéressante, les applications qui sont utilisées dans vos hosts, ici. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, on peut voir aussi en haut à droite, on peut sélectionner un des utilisateurs de votre environnement Windows Virtual Desktop et puis voir un petit peu son utilisation, combien de fois il s'est connecté, ce qu'il a fait, et puis quel client il a utilisé pour se connecter dans votre environnement. Voilà, ça c'est d'autres informations toujours sur le même utilisateur. Voilà. On va passer maintenant à un service qui s'appelle Azure Auto-Manage. Donc, ce service était en preview cet automne, donc a évolué dans cette version ici. Donc, l'idée de ce service, c'est de pouvoir simplement appliquer à vos machines virtuelles qui ont été déployées dans votre abonnement. C'est le fait de pouvoir automatiquement paramétrer vos VM, c'est-à-dire d'aller installer les agents de monitoring à l'intérieur, les agents MMA automatiquement, l'agent backup, l'agent DSC, donc l'agent de configuration. Donc quand vous allez sélectionner vos VM sur lesquels vous voulez faire arriver dans ce service Azure Auto-Manage, donc automatiquement les agents seront installés dans vos machines virtuelles Linux, machine virtuelle Windows, d'accord? Et automatiquement, Azure va
provisionner un Workspace Log Analytics, d'accord? Installera les agents dans les machines pour que les informations rentrent dans ce Workspace analytique. Automatiquement, il va aller installer les agents backup DVM, donc il va vous provisionner un backup vault. Il va installer des agents il va installer aussi la partie Azure Automation, puisqu'on va s'appuyer sur des fonctions d'Azure Automation, par exemple pour gérer le management des VM, le change tracking et puis le configuration management. D'accord? Donc, deux types de VM, hein, VM Linux et Windows. Comme vous pouvez le voir ici dans cette slide, donc on ne propose pas d'antivirus pour les environnements, pour les VM Linux, bien évidemment. Voilà. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre cette solution, vous allez aller dans la console Azure, vous allez chercher le service qui s'appelle Automanage, d'accord? Et puis ici, vous allez être guidé dans un assistant qui va vous permettre de choisir vos VM sur lesquels vous voulez appliquer ces bonnes pratiques avec Azure Automanage. Donc là, ici, première chose, on va venir sélectionner les machines sur lesquelles on veut bénéficier de ce service Automanage. Ici, j'ai pris deux VM, donc une machine virtuelle Linux et une machine virtuelle Windows. Bien évidemment, vous allez aller chercher dans votre abonnement au niveau de vos ressources groupes et puis vous allez récupérer les VM sur lesquels vous souhaitez appliquer ces bonnes pratiques. Ensuite, vous avez deux environnements à ce niveau-là. Donc, soit vous êtes plutôt dans un environnement de production, et là, vous voyez ici, à ce niveau-là, automatiquement, on va faire le nécessaire, le service va faire le nécessaire pour pouvoir vous paramétrer le monitoring, le backup, tous les sujets Azure Security Center, l'installation de Microsoft Anti-Malware, la partie gestion d'environnement, donc l'update management, la partie change tracking, le compte Azure Automation et le Workspace Log Analytics, donc sera déployé, provisionné automatiquement. Donc ça, c'est pour la partie production. Et puis, vous avez un autre environnement qu'on appelle environnement DevTest, où là, on aura un petit peu moins de choses. Voilà. Ensuite, on va pouvoir définir des préférences, puisque là, effectivement, automatiquement, alors là, pour les machines Windows, il va y avoir le backup et le Microsoft Anti-Malware. Donc là, en termes de préférences, on va pouvoir paramétrer certaines choses. On va pouvoir agir sur le backup dans un premier temps. On va pouvoir dire à ce niveau-là, définir des stratégies de backup, donc de fréquence de backup, de rétention. C'est possible de le faire à ce niveau-là. Et puis sur la partie Microsoft Anti-Malware aussi, vous pouvez venir paramétrer là, ici, pour avoir ces préférences-là. D'accord ? Encore une fois, la partie anti-malware n'est pas dispo pour les machines Linux. Voilà, donc là j'ai créé des préférences que j'ai nommées TDF. Donc, j'ai sélectionné mes machines. Je suis dans un environnement dit de production. Je vous ai montré ce que ça allait déployer. Et puis ici, là, j'ai défini des préférences, d'accord ? Des préférences au point de vue backup et des préférences au point de vue anti-malware. OK ? Une fois que j'ai fait ça, je vais valider tout ça. Voilà, comme ceci. On s'appuie sur un compte Automanage qui va me permettre, donc c'est une manage identité sur lequel on va s'appuyer pour donner les bons droits pour pouvoir déployer tout ça en tâche de fond. Donc là, on va valider ici. Et puis là, on va attendre un petit peu. Donc, on va partir sur l'installation. Donc, en tâche de fond, qu'est-ce qui va se passer? Il va provisionner la partie backup. Il va provisionner l'installation des agents dans les machines. Il va créer le compte automation, etc., etc. D'accord? Voilà, donc une fois que c'est terminé, on peut voir au niveau des extensions des machines, donc là, je suis sur la machine Linux, on voit qu'il m'a installé automatiquement la partie, donc il m'a installé 3 agents, l'agent OMS, l'agent de dépendance, et puis l'agent de configuration pour les machines Linux, d'accord ? Et puis ici, pour la machine Windows, on revoit ici des extensions, les agents de configuration, donc ça c'est lié... l'agent de configuration, en fait, c'est le fait de pouvoir pousser des configurations sur les machines Windows au PowerShell DSC qui est lié à Azure Automation.
D'accord? Ensuite, on voit les agents de dépendance, on voit les agents MMA, et puis pour finir, l'agent anti-malware qui a été installé et provisionné. Il vous a créé un ressource group par défaut. Donc là, ici, il m'a pris un ressource group. En général, il crée un default ressource group tiré et puis il met la région, donc la Ouest Europe. Et puis là, vous pouvez voir ici où j'ai mon compte Automation Account, d'accord, qui a été déployé. Je vois que j'ai un Vault aussi qui a été déployé. Je vois que j'ai un Workspace Log Analytics qui a été déployé. Et puis, j'ai quelques solutions aussi liées au Workspace Log Analytics. Donc, je vais vous montrer de suite. En termes de backup Vault, donc ici, j'avais bien 2 machines. Donc là, quand je vais voir dans le ressource group et puis le backup Vault qu'il a déployé automatiquement, ben, j'ai bien mes 2 machines ici qui sont inscrites dans le backup Vault, ici. Donc mes 2 machines protégées. Ici, si je vais dans le Automation Account, donc ici, je vois bien la partie inventaire, d'accord? Donc là, ça a bien été paramétré, donc je vais pouvoir faire un inventaire de mes machines. J'ai la partie Change Tracking aussi, qui a été paramétrée automatiquement dans le compte Azure Automation. Alors je ne l'ai pas montré en copie d'écran, mais j'ai le State Configuration DSC, hein, c'est les agents de configuration Windows ou Linux, sur lesquels je pourrais éventuellement pousser des configurations au travers de PowerShell DSC. Et puis la partie, je souhaite mettre à jour, gérer les patchs de sécurité, les updates, etc. Ben, je le fais directement dans Azure Automation, puisque ça a été paramétré automatiquement. Voilà, donc ça, c'est les solutions qui ont été installées avec le Workspace Analytics. Donc là, je récupère, donc j'ai un tableau de bord assez synthétique sur le change tracking. Et puis là, aussi un tableau de bord assez synthétique sur tout ce qui est lié au système Update Assessment. Là encore, en fait, dans l'interface, en fait, on les retrouve en fait dans Azure Automation, ces changes-là. Enfin, tu les as montrés tout à l'heure, les interfaces, on peut avoir la même information avec les lames derrière. Ça, effectivement, c'est les packs derrière. Alors, rappelons qu'il n'y a rien de magique derrière, hein. Ici, la partie gestion des mises à jour, c'est ni plus ni moins qu'un WSUS, entre guillemets, as a service, hein. Mais derrière, le travail de gestion des mises à jour reste le même, hein. C'est à vous de créer vos lots d'installation et puis de surveiller après, quand des installs se sont mal passés, bien entendu. Ouais. Voilà. Donc dans Automanage, là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Effectivement, c'est simplement une configuration automatique qui vous aide justement à le faire, à ne pas perdre de temps dessus. Donc vous les appliquez à des VM et tout se passe assez simplement derrière, en fait. Voilà. Super. Ensuite, on va passer à un nouveau service Hotpatch, donc qui a été annoncé à Ignite, donc qui est en preview. Donc qu'est-ce que c'est ce service en fait? L'idée ici, c'est donc alors, il faut regarder la dernière phrase, la dernière ligne. Effectivement, on a annoncé un nouveau Windows Server, donc un Windows Server 2019 Data Center Azure Edition, d'accord, qui s'exécute bien évidemment que dans Azure. C'est un système d'exploitation, donc effectivement, c'est un noyau Windows Server 2019 Data Center en mode core, simplement. Et si on déploie ce système d'exploitation et on applique le service Hotpatch, qu'est-ce qui va se passer? C'est le fait de pouvoir mettre à jour votre serveur sans avoir à le redémarrer. Donc, il ne redémarrera jamais, il se mettra à jour, vous le mettrez à jour avec une nouvelle console sans avoir à le redémarrer. Presque comme un Linux, quoi. Absolument, absolument. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que des fois, les Linux, on peut avoir des mises à jour qui font redémarrer la machine. Mais bon. Ok. Donc ici, pour pouvoir bénéficier de ce service, effectivement, il va falloir lancer quelques commandes AZ. On peut le faire aussi en PowerShell. Donc là, je l'ai fait en AZ-CLI. Vous allez donc vous enregistrer dans ces nouvelles fonctionnalités. Donc le AZ, Future Register, namespace, Microsoft Compute. Et puis ensuite, on va chercher ingest, Hotpatch, VM Preview. Ensuite, ingest, Hotpatch, VM Preview sur la partie. Donc ça, c'était la même. Ok. Pourquoi j'ai tapé 3 fois la même commande? Tu n'as pas Je tapé ne 3 sais fois la pas. même commande, ce sont des commandes différentes derrière. Ah oui, ce sont des commandes différentes. Oui, effectivement.
Ouais, oui, effectivement, c'est des commandes différentes. Autant pour moi. C'est des options différentes. Ok, ok, absolument. Ensuite, on va attendre 15 minutes à peu près pour pouvoir pour que ça puisse se déployer dans votre souscription, dans votre abonnement, et ensuite vous allez voir que ça va être provisionné. Ensuite, vous allez aller dans la console Azure, bien évidemment. Vous allez chercher Microsoft Server Operating System Preview. J'en profite au passage pour vous dire aussi qu'on a sorti dans Ignite aussi, à la conférence Ignite, donc on a fait l'annonce donc d'un nouveau Windows Server 2022 Data Center, donc en preview, que vous pouvez déjà tester et utiliser dans Azure, et puis le fameux Windows Server 2019 Data Center Azure Edition, qui est fait pour le service Hotpatch. Du coup, il y a quoi de nouveau dans le 2022? Alors, c'est une très bonne question, tellement que je me suis passionné de Windows Server, c'est que j'ai oublié de le déployer et de regarder en fait, Stan. D'accord, bah, on verra ça dans une prochaine vidéo peut-être. Sur la prochaine, absolument. J'ai pas du tout regardé en fait. D'accord. C'était vraiment la mauvaise question. Une fois qu'on a donc on a choisi effectivement donc son OS, on a activé les nouvelles fonctionnalités. Et une fois que les nouvelles fonctionnalités ont été activées, une fois que j'ai bien pris le Windows Server 2019 Data Center Azure Edition, ben là, ici, en Guest OS Update, eh ben, j'ai la fonctionnalité de Hotpatch, qui est encore une fois en preview. Voilà, une fois que cette machine virtuelle a été déployée ici, on va aller dans la partie opération, et dans la partie opération, vous avez l'onglet Guest plus Host Update, donc qui est lié à l'update de votre machine virtuelle. Et là, ici, vous allez bénéficier du service Hotpatch. Donc là, vous allez y accéder. Ensuite, ce service-là va vous proposer les mises à jour qui sont disponibles pour votre Windows Server 2019 Data Center Azure Edition. Et puis ensuite, vous allez les mettre facilement au travers de cette console. Donc là, c'est une autre console par rapport à ce que je vous ai montré dans Azure Automanage, puisque dans Azure Automanage, on passait par Azure Automation, d'accord? Là, ici, c'est un service Hotpatch qui le gère, en fait. OK. Une fois qu'on a sélectionné les mises à jour, ici on les sélectionne, et puis effectivement on va venir installer tout ça. Et puis ensuite vous allez avoir l'historique de ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé. Donc en général ça se passe bien. Ok, une fois donc là c'est un récap de ce qui a été fait. J'en profite ici pour vous montrer le Windows Admin Center. Puisque la version que j'ai déployée ici, cette Windows Server 2019 Data Center Azure Edition, est une version en mode core, d'accord? Donc pour pouvoir effectivement l'administrer, il faut s'y connecter à distance, et puis surtout faire du PowerShell, du WMIC ou des choses comme ça. Donc là ici, peut-être que Windows Admin Center pourra vous aider le faire de manière graphique, puisque là, c'est directement lié à la partie setting de votre VM. Donc là, vous allez lancer Windows Admin Center. Ici, donc là, on est bien là sur une démonstration, on est sur du test, d'accord? On est sur une IP publique ici, d'accord? Donc là, ça nécessite pour pouvoir accéder à cette machine avec cette console d'ouvrir le port 6516 en TCP. Donc là, il va y avoir une Network Security Group, enfin, il va y avoir une règle dans une Network Security Group qui va permettre un flux entrant pour pouvoir venir le faire au travers de la console Azure, d'accord? Dans la production en général, on va venir installer l'agent, d'accord? Et puis ensuite, on va venir avec une VM en mode bastion, chercher le serveur à administrer au travers d'un navigateur pour pouvoir accéder à cette console. OK? Donc là, ici, on est bien sur du test. Donc là, je vais installer ça. Une fois qu'il m'a installé, donc là, il va me proposer donc l'adresse IP publique de ma VM, ici. Ça va prendre un petit peu de temps, et une fois que ça a été provisionné, que la NSG a été provisionnée, la règle dans la NSG a été provisionnée, ici, il ne me reste plus qu'à m'authentifier. Et puis ensuite, là, je vais bénéficier de la console Windows Admin Center qui va me permettre effectivement d'administrer ce serveur en mode core.
Donc là, ici, j'ai un overview. Là, c'était juste pour vous montrer effectivement qu'il m'a bien installé un agent Windows Admin Center. D'accord. Et puis ici, sur lequel j'ai des rôles et des fonctionnalités de Windows Server que je pourrais rajouter avec cette console, donc sans avoir à se connecter à distance et le faire en PowerShell. OK? Voilà. Donc ça, c'était pour le service Hot Patch. Ensuite, on va continuer toujours dans la partie monitoring et nouvelle qui n'a pas été annoncé à Inact, hein, ça fait pas mal de temps que c'est en preview. Donc un nouvel agent, un agent AMA, d'accord. Donc un agent AMA, Azure Monitor Agent. Donc après l'agent MMA, ben, voici l'agent AMA. Le prochain agent, Donc ce sera le AM, le AM. On fait toutes les Donc combinaisons. ici, donc là ici, donc cet agent a vocation en fait de remplacer l'agent MMA et l'agent de dépendance, d'accord, que ce soit que ce soit des operating systems Windows et Linux, d'accord. Donc il remplace l'agent MMA et l'agent de dépendance, et puis il remplace aussi l'agent diagnostic setting, je vais y arriver, pour pouvoir avoir donc toutes ces remontées d'informations. OK. Donc l'agent AMA, c'est 3 agents en un. C'est l'agent MMA, l'agent de dépendance et l'agent Diagnostic Extension. C'est l'agent Diagnostic Extension, il s'installe quand vous paramétrez les diagnostic settings de votre machine virtuelle. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, comment on paramètre cet agent AMA? On s'appuie sur des Data Collection Rules. D'accord. Ici, on va s'appuyer sur des ressources VM Windows et Linux. C'est dans les deux environnements. Et puis ensuite, on va paramétrer son data source. D'accord. 2 data sources possibles. Le data source compteur de performance. Donc, Azure Monitor métrique. Et puis, si vous voulez, donc les compteurs de performance qui sont stockés dans Azure Monitor, d'accord. Et puis, si je veux stocker plus de choses au niveau des compteurs de performance, ben, je peux aussi aller remplir un Workspace Log Analytics si je veux faire des requêtes, par exemple, sur des requêtes qui iraient plus de 30 jours, par exemple. D'accord. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est le premier type de data source. Et le deuxième type de data source, c'est aussi tout ce qui est les journaux d'événements, d'accord. Donc les journaux d'événements Windows et puis les syslogs de Linux. Voilà. Donc qui, eux, sont stockés dans un Azure Monitor Log, d'accord. Donc dans un Workspace Log Analytics. Donc comment ça va se passer ici? Ben, c'est simple, vous allez aller dans Azure Monitor, donc tout commence dans Azure Monitor. Ici, vous allez venir définir des Data Collection Rules. Donc ces Data Collection Rules ici, vous allez leur donner un nom, vous allez aller les stocker à partir d'une souscription, au niveau d'un resource group, au niveau d'une région, et puis ensuite vous avez 3 types de plateformes, Windows, Linux et Custom. Donc Windows, évidemment, c'est du Windows, Linux, c'est du Linux, et Custom, c'est pour les 2 environnements. On continue. Ici, quelle machine je souhaite installer cet agent AMA. Donc là, ici, vous allez récupérer les machines sur lesquelles vous souhaitez installer cet agent AMA. Ensuite, une fois qu'on a défini cette machine, on continue l'assistant et c'est là où on va venir définir ses data sources. D'accord. Donc, on peut définir 2 types de data sources, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit des data sources, plutôt des compteurs de performance, ou des journaux. D'accord. Donc, des journaux, là, ici, dans cet exemple, on est sur de Windows, donc c'est les journaux Windows. Sur la partie... Alors là, ici, j'avais pris compteur de performance. D'accord. Ici, on est sur du basique, c'est là où vous allez définir ce que vous souhaitez remonter, d'accord. Et puis, toutes les secondes, d'accord. Ça, vous allez définir le temps de récupération des informations. Vous pouvez faire du basique, du custom, libre choix. OK, donc ça, c'est la première chose. Donc, j'ai défini ce que je voulais au niveau de mes compteurs de performance ici. Et puis ensuite, de base, effectivement, ces compteurs de performance vont aller dans Azure Monitor Métrique.
Mais je souhaiterais que ces compteurs de performance aussi puissent arriver dans un Workspace Log Analytics, d'accord, pour les récupérer, pour avoir plus de 30 jours, pour pouvoir taper des requêtes bien spécifiques, d'accord. Donc là, je vais rajouter une destination pour mes compteurs de performance, d'accord. Et puis là, ici, je vais choisir plutôt Azure Monitor Log, qui effectivement attend un Workspace Log Analytics que j'ai bien évidemment créé au préalable. Voilà. Donc là, effectivement, ici, mes compteurs de performance vont alimenter Azure Monitor Metric et un Workspace Log Analytics. Voilà. Donc ça, c'est la première chose pour mes compteurs de performance au niveau de cet agent. Et puis ensuite, je vais rajouter encore une data source. Donc là, plutôt journaux d'événements Windows, puisqu'on est sur du Windows. Ici, je vais faire du custom, et puis c'est là, je vais définir ce que je souhaite remonter en termes de journaux d'événements Windows, donc de tout ce qui touche aux applications, à la sécurité, au système, etc. Et puis, si je veux aller plus loin, si je connais un petit peu l'XPath expression, je peux venir directement rentrer sous ce format-là les journaux que je souhaite, les informations que je souhaite récupérer dans les journaux Windows. Voilà. Donc ça, ces journaux d'événements Windows seront stockés dans un Workspace Log Analytics. Et puis voilà. Donc mon agent AMA, je récupère des compteurs de performance que je vais stocker dans Azure Monitor, que je vais stocker dans un Workspace, et puis je récupère des événements Windows qui seront stockés dans un Workspace Log Analytics. Ensuite, je vais créer cette règle ici, et ensuite, c'est parti. Voilà, donc si on attend un petit peu, vous allez voir ici que on va avoir l'Azure Monitor Windows Agent, qui est l'agent AMA, d'accord. Le Azure Monitor, Azure Monitor Windows Agent, d'accord. Il peut aussi coexister avec l'agent MMA aussi, et l'agent de dépendance, il est diagnostic setting, il peut cohabiter avec. OK. Ensuite, pour voir vraiment si ça fonctionne, vous retournez dans Azure Monitor. Donc là, pour la partie log qui rentre dans Azure Monitor, vous allez aller ici, pointer sur votre machine virtuelle en termes de scope. Et puis là, ici, les metrics namespace, on ne prendrait pas la partie standard parce que là, c'est les métriques de la fabrique, mais là, on prendra les métriques custom et c'est bien les agents les agents AMA qui s'exécutent dans la VM qui vont remonter les informations de type compteur de performance. La Okay. différence qu'on va voir, c'est que le virtual machine host, c'est vraiment la vue des métriques de performance vue par l'hyperviseur. Donc c'est une sorte de vue externe de la VM, hein, mais vue côté hyperviseur, où il sait effectivement combien la VM consomme de CPU, de mémoire, de flux réseau, d'IO disque. Mais il n'a pas tout le détail. Et si on veut plus de détails, effectivement, du coup, il faut rentrer à l'intérieur des compteurs spécifiques à tel système d'exploitation, d'où la notion effectivement d'une vue guest, qui a la vue interne côté du système d'exploitation. Voilà, absolument. Donc ça, c'est pour la partie compteur de performance. Et puis sur la partie log analytics, donc journaux d'événements Windows, vous allez aller dans le Workspace Log Analytics, d'accord. Et puis vous allez aller dans Go to Log, ici. Et puis ici, là, vous voyez que j'ai ma machine qui remonte bien les informations ici, et avec des sources ici de Microsoft Windows Security, etc., etc. Et ensuite, vous pouvez taper vos requêtes pour aller un peu plus loin dans vos investigations. Partie sécurité, Pierre. Alors, côté sécurité, j'ai surtout envie de parler, Pierre, d'Azure Defender. Il y a eu pas mal on a de plus en plus de services en fait qui viennent compléter, de services Azure Defender qui viennent compléter, sécuriser et protéger d'autres services dans Azure. Donc, notamment, ce que j'ai pu retenir durant ces derniers mois, c'est l'arrivée en JA de l'Azure Defender pour SQL Server, qui va permettre de faire pas mal de choses, qui est
une très bonne couche de protection supplémentaire au service SQL Server. J'ai d'ailleurs fait une vidéo avec le chef produit sur ce sujet-là, qui dure un petit peu plus d'une heure. Si vraiment le sujet vous intéresse, regardez dans la chaîne et vous verrez, il y a des vidéos qui s'appellent la source d'Azure Defender, ou d'Azure Security Center, pardon, plutôt, où effectivement il y a des vidéos là-dessus. Il y a une playlist, je crois. On a également Azure Defender for Key Vault. Donc là, effectivement, le Key Vault, c'est un endroit où on met des éléments sensibles, hein. On y met des secrets, on y met des paires de clés, on y met des certificats. Et du coup, cet Azure Defender for Key Vault va analyser en gros les comportements et l'usage du Key Vault. Et dès qu'il va voir être face à des patterns d'utilisation qui lui semblent anormaux, eh bien, dans ce cas-là, il pourra lever des alertes. Et donc, ça permettra d'intervenir rapidement. Azure Defender for App Service, là encore, ça va venir enrichir la sécurité des app services même façon. Un qui devrait particulièrement te plaire, Pierre, c'est la partie Azure Defender pour Resource Manager ou pour ARM, où là, pour le coup, effectivement, on va détecter les opérations qui sont suspectes sur la gestion des ressources d'un abonnement Azure. Et typiquement, l'outil sera, cette mécanique de protection sera capable de détecter l'usage de toolkit d'exploitation. Donc, vous savez que dans la sécurité, il y a toujours des gens qui font des packages d'outils pour faire, entre guillemets, des attaques ou des intrusions. Donc, il y en a qui sont très connus, notamment celui-ci qui s'appelle notamment Microburst. Mais pour Azure, c'est pareil. Donc, Microburst, en fait, c'est une collection de scripts, en fait, pour en gros faire une évaluation de la sécurité d'un environnement Azure. Mais entre faire l'évaluation de la sécurité et attaquer un environnement, souvent la frontière est assez floue en fonction des personnes. Donc si on voit ce genre de choses arriver, parce qu'ils ont des patterns de comportement assez standards, automatiquement on lèvera des alertes. Et on est capable également de détecter avec le Azure Defender pour Resource Manager des mouvements latéraux depuis le management plant vers le data plane. Je rappelle que le management plan, c'est en gros la capacité à aller modifier, par exemple, les propriétés de telle ou telle ressource, soit en termes de droit, soit en termes de configuration. Donc moi, je ne sais pas. Prendre un compte de stockage, par exemple, réactiver les clés d'accès, et puis après les utiliser pour faire une extraction des données du compte de stockage. Ça, typiquement, ça sera détecté comme un mouvement latéral où il y a eu une opération sur la ressource côté management, control plan, et après, un usage derrière côté data plane avec la récupération des données qui sont stockées. Donc plutôt assez intéressant. Ça vaut le coup d'y jeter un œil, c'est en prévu actuellement. On a également côté Azure Defender, des nouveautés sur la partie exfiltration de données depuis des ressources Azure en utilisant du DNS tunneling. Donc l'idée en fait c'est de faire un tunnel avec des requêtes DNS et dans ce tunnel de faire passer des éléments, donc en gros d'encapsuler des datas dans des tunnels DNS. Alors c'est une attaque qui n'est pas tout à fait récente, hein. Moi je me rappelle en 2004 avoir été à Amsterdam au Black Hat, hein, et avoir vu une personne assez connue qui s'appelle Dan Kaminsky qui parlait déjà de ce genre de choses. Mais là pour le coup, effectivement, si on a mis en place ça comme mécanisme de protection, c'est que il y a des gens qui utilisent encore ce genre de choses, qui est plutôt une manière assez élégante d'extraire de la donnée simplement via de la requête DNS. D'accord. Protection contre des communications de malware vers des serveurs de command and conquer, de control and conquer, de command and control plutôt pour être plus précis d'ailleurs, CNC c'est command and control. Donc ça c'est en fait les serveurs qui servent à contrôler des réseaux de botnet. Donc là encore, hein, n'oubliez pas que chez Microsoft on a une énorme télémétrie en termes d'usage de par les postes de travail, de par les services Azure, et qu'on a des équipes spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité et dont le but notamment est de démanteler ces réseaux de botnet. Donc là, on a déjà une bonne liste de réseaux d'adresses IP qui font partie de ce type de réseau zombie. Et donc, si on voit des communications qui vont vers ces serveurs de contrôle, eh bien, on va en fait effectivement lever des alertes. Même chose, si on voit des communications, il y a des noms de domaines qui sont connus pour faire du phishing, du crypto mining sur la partie DNS. Là encore, on va remonter les alertes. Est-ce que c'est normal qu'une VM dans Azure aille communiquer vers des noms de domaines qui sont effectivement des sources de problèmes connus, en tout cas par nos services de threat intelligence? Probablement non. Même chose, on met en place des mécanismes de protection contre les communications vers des résolveurs DNS malicieux qui changeraient des trucs. Voilà. On continue sur la partie cloud hybride. Il y a pas mal de choses côté cloud hybride. Pas mal, mais finalement, on peut assez vite résumer les grandes nouveautés. Première grosse nouveauté, c'est que
Azure Arc Enable Kubernetes est en fin de GA, donc disponible pour de la production. Je rappelle qu'il permet de gérer euh, sous la forme d'une ressource Azure un cluster Kubernetes qui lui-même n'est pas instancié dans Azure. Donc du coup, cette ressource va apparaître dans la fabrique Azure. Elle aura un ressource ID, une entité managée, elle aura des tags. Euh, on verra dans Azure Monitor d'ailleurs. Du coup, on va pouvoir le surveiller et journaliser avec Azure Monitor. Donc on aura des agents de monitoring installés sur ces clusters qui remonteront la partie métrologie événementielle directement dans Azure Monitor. Et donc dans les Azure Monitor Insight, on va retrouver en fait ce cluster Kubernetes. On va pouvoir également gérer avec Azure Arc Enable Kubernetes les configurations et les déploiements intra-Kubernetes en mode GitOps. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer en fait sur un référentiel qui est dans du Git en termes de manifeste ou de chart Helm. Et donc, s'il y a des modifications qui sont faites dans le Git automatiquement, elles seront déployées automatiquement au sein du cluster Kubernetes via des mécanismes donc, de GitOps. Et on va s'appuyer pour cela sur FluxCD. On va supporter également Azure Policy. Azure Policy, c'est le GPO pour Azure, mais parmi les éléments de gouvernance ou de paramétrage d'audit qu'on peut faire avec Azure Policy, on peut notamment faire de la gouvernance sur des clusters Kubernetes. Alors certes, les clusters Kubernetes dans Azure, les clusters AKS, mais également désormais des clusters qui sont gérés par Arc. Et puis tout cela pour fonctionner, il va y avoir l'installation d'agents au sein du cluster Kubernetes qui sera hors de Azure. Et donc ces agents sont instanciés sous la forme de pods dans un namespace particulier qui s'appelle Azure Arc. Du coup, comme le service est passé en GA, il va être facturé, ça paraît un peu logique. Alors il n'est pas facturé forcément très très cher, dans le sens où sa présence dans le control plane est gratuite, c'est-à-dire matérialiser l'objet ou raccorder un cluster un cluster Kubernetes à Azure au travers de Arc en tant que tel est gratuit, d'accord. Ce qui va être payant, c'est si vous utilisez les mécaniques de GitOps avec du flux CD et que du coup vous dites ok, je vais mettre en mode déploiement automatique d'applications à distance sur ces clusters et là on fera payer en fait la ressource au nombre de vCPU en gros sur le cluster. Voilà, sachant que les 6 premiers seront gratuits, ce qui permet largement de faire ça sur des petits clusters, des très petits clusters, mais des petits clusters quand même. Et puis ensuite, on fera un coût qui sera au vCPU et par mois après. Donc ça, c'est pas le coût, vous voyez, pas excessivement élevé. On parle d'1,70 € par vCPU par mois. Petite étoile qui est importante à lire, si le service Kubernetes raccordé à Arc et donc raccordé à Azure, donc si ce service Kubernetes tourne sur un Azure Stack Edge ou un AKS sur Azure Stack HCI ou sur un AKS sur Windows Server 2019, donc au passage on peut installer un AKS, enfin c'est en preview actuellement, un AKS sur un Windows Server Data Center, et bien dans ce cas-là on ne fera pas payer effectivement cette partie Azure Arc. Ce que vous aurez par contre à payer, c'est la partie log ingérée dans le workspace Log Analytics, mais ça c'est entre guillemets toute ingestion de log est payante, c'est pas spécifique à Azure Arc pour Kubernetes. On a annoncé également à Ignite le Azure Arc Enable Machine Learning. Donc je rappelle que le Azure Machine Learning Service est un service qui est dédié, qui est destiné plutôt aux data scientists, aux data engineers qui vont effectivement préparer des données dans un but effectivement d'entraîner des modèles. Donc de définir des modèles de machine learning. Donc, tout d'abord de les entraîner avec des sets de données, de les tester, de tester ensuite le résultat de l'entraînement sur d'autres sets de données, et puis quand on est content de tout ça, de déployer ces nouveaux modèles entraînés afin qu'ils puissent agir et faire donc de l'inférence. D'accord. Donc sur le service qui est dans Azure, dans le portail Azure, donc Azure Machine Learning Service, lorsqu'on fait les phases d'entraînement des modèles ou lorsqu'on fait les phases de déploiement pour la partie inférence, jusqu'ici, enfin c'est toujours le cas, la cible de choix, c'est un cluster Azure Kubernetes Service, donc qui tourne dans Azure. Néanmoins, pour la partie entraînement, des fois, il se peut qu'on ait des données qui soient hors de Azure, qui sont peut-être dans un data center, dans un data lake, dans un data center, et réexporter ou mettre en place une connectivité pour pouvoir permettre l'accès entre le cluster AKS et ces données peut être un peu compliqué. Donc désormais, on sait travailler en mode hybride, c'est-à-dire que le service Azure Machine Learning
c'est désormais faire la partie entraînement ou la partie déploiement pour l'inférence des modèles de machine learning sur des clusters Kubernetes qui ne sont pas dans Azure, mais qui sont, alors qui sont néanmoins raccordés à Azure au travers d'Azure Arc, vous l'aurez compris, donc le Azure Arc Enable Machine Learning Service. Donc ça permet éventuellement d'avoir un cluster Kubernetes sur site, qui est donc pas très loin, sur site ou dans un autre fournisseur de cloud, qui est pas très loin de la source de données qui sera utilisée pour faire la partie entraînement ou test du modèle de machine learning. Et donc du coup, ça va simplifier certaines opérations. Actuellement, on a une preview, vous avez le lien ici qui vous permet d'y accéder. Donc là, ce que je l'ai dit, voilà, d'être au plus proche des données et utilisation de clusters dans des réseaux privés ou d'autres clouds publics, pour être plus précis. D'accord. On sécurise tout ça, bien entendu, avec des managed identity, quand on a un objet Arc, oui, au sens large, un objet Arc, une ressource Arc, elle a sa propre managed identity, ce qui permet de faire du airbag après par rapport à d'autres ressources qui sont dans Azure. Côté Azure Stack HCI, donc Hyperconverged Infrastructure, on a actuellement en preview un service qui s'appelle AKS pour Azure Stack HCI, dont l'objectif effectivement est de pouvoir déployer de manière assez simple et utiliser de manière assez simple un cluster Kubernetes à demeure. C'est sécurisé par défaut, donc tout est packagé par les équipes AKS à l'origine. Ça supporte les containers Linux et Windows, et c'est raccordé à Azure au travers, bien entendu, de Arc, pour un coût qui est nul, je l'ai dit tout à l'heure. Ça va fonctionner sur de l'Azure Stack HCI, mais également sur des clusters basés sur des clusters hyperconvergés basés sur Windows Server 2019. Et a priori, en tout cas dans la preview c'est le cas, ça peut fonctionner également sur un mononœud Windows Server 2019. Là encore, on n'est pas sur de l'autre dispo, mais pour faire du test, c'est suffisant et ça fonctionne également. Il faut s'enregistrer à la preview pour pouvoir accéder au binaire et à la prog d'installation. C'est juste un formulaire à remplir et après vous pouvez télécharger la dernière version. Au moment où j'avais écrit des slides, on était sur février 2021. Il y a une nouvelle version là, qui vient d'arriver en mars. Donc une nouvelle version de la bêta. Donc techniquement, en fait, la solution s'instancie sur un cluster Azure Stack HCI et on va avoir un premier cluster qu'on appellera le cluster de management. Donc ce cluster-là, Kubernetes, il sera instancié sous la forme de VM sur cet Azure Stack HCI et c'est ce cluster-là qui permettra de piloter le déploiement d'autres clusters qui eux seront les clusters où vraiment on aura de l'applicatif. Voilà. Côté migration, Pierre, pas mal de nouveautés. Merci Stan. Pour finir en beauté sur cette deuxième partie, on va finir sur Azure Migrate. Donc le service Azure Migrate, je rappelle, Azure Migrate donc, est un service qui permet en fait de gérer des projets de migration. D'accord. Et puis pour pouvoir gérer ces projets de migration, on va proposer donc des outils, donc des sets d'outils, des outils pour faire des assessments et des outils pour faire de la migration. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va couvrir comme scénario au travers de Azure Migrate? On va d'abord couvrir les scénarios plutôt basés sur l'infrastructure, donc des serveurs physiques. On peut migrer des serveurs physiques, on peut migrer des serveurs virtualisés avec une couche Hyper-V ou VMware. On peut migrer des serveurs virtualisés sur d'autres environnements aussi. On peut migrer des serveurs dans des environnements de cloud public aussi, c'est tout à fait possible. Voilà, donc ça c'est le premier scénario de migration. Ensuite vient des scénarios de base de données aussi. On va pouvoir migrer des bases de données. On va pouvoir migrer des applications web aussi. On va pouvoir migrer aussi des environnements VDI. Et puis, pour finir, on peut aussi migrer des environnements plutôt de données. Et puis, au travers de, par exemple, le service Azure Databox. Voilà. Donc ça, c'est le service Azure Migrate. Puis, comme tout service dans Azure, donc on l'ouvre aux partenaires. Et puis, peuvent venir aussi, on peut aussi venir utiliser des outils d'assessment ou des outils de migration de partenaires tierces. Donc là, ici, j'ai mis le partenaire Lakeside pour tout ce qui est environnement VDI, et puis un autre, Turbonomic, qui fait des outils d'assessment. C'est plutôt des outils d'assessment. Voilà, mais sinon, il y en a d'autres, évidemment. Il suffit d'aller regarder. Donc ça, c'est pour la partie définition du service Azure Migrate. Ensuite, qu'est-ce que l'on a de nouveau dans le service Azure Migrate? Donc déjà, vous savez qu'on a un service dans Azure qui s'appelle AVS, donc comme Azure VMware
Solutions. Donc, c'est une solution qui vous permet de faire tourner des environnements VMware sur des serveurs bare metal dans Azure. Donc, vos environnements VMware dans les data centers Azure avec des serveurs VMware, donc mis à disposition. Donc là, ici, on a effectivement l'outil d'assessment qui va vous permettre de voir à peu près si vous avez une configuration VMware à migrer dans de l'AVS, ben vous allez lancer cet outil pour pouvoir définir un coût, pouvoir combien ça pourrait vous coûter, et puis vous regardez aussi si vos environnements sont éligibles à cette migration, et puis peut-être une préconisation sur les outils de migration. Donc ça, c'est la partie assessment d'environnement VMware. Donc là, ici, vous avez une copie d'écran d'un assessment qui a été fait. Donc quand vous faites un assessment, vous avez toujours la partie Azure Readiness, c'est simplement vous expliquer simplement ce qui est migrable, ce qui ne l'est pas. Donc là, ici, dans cet exemple-là, effectivement, tout est migrable. On voit ici, en bas sur la gauche, les environnements s'exécutant. Ils sont migrables dans le service AVS. Et puis là, on vous préconise un outil qui s'appelle VMware HCX, qui un outil assez connu pour pouvoir migrer des environnements VMware. Ici, une fois qu'on a vu donc ce qui était possible, l'outil de migration, puis évidemment, tout se termine par un coût, effectivement. Et puis là, vous avez à voir les coûts. Donc là, on parle bien uniquement des coûts compute et puis de stockage. Ok, ça c'est des copies d'écran de comment on pourrait provisionner un environnement AVS. Voilà, donc là ici vous allez rentrer, donc vous allez vous lier à votre abonnement, les ressources groupes, la location, donc pour la partie Europe ça va être Vidus et West Europe uniquement, et puis ensuite les ressources, la SKU, etc., etc. Et puis voilà, une fois que ça s'est déployé, vous allez utiliser votre outil de migration HCX pour pouvoir migrer ces environnements on-premise chez vous ou dans votre cloud on-premise dans AWS, dans Azure. Voilà. Nouvelle commandette PowerShell pour Azure Migrate, donc mise à jour, donc qui est en preview, qui sont maintenant en GA. Je vous conseille fortement de regarder cette petite vidéo. Donc je vous ai mis le lien en bas, qui est une vidéo très intéressante d'une démonstration comment migrer un environnement VMware directement dans Azure. Donc là, on passe pas par AVS, hein, on parle de machines s'exécutant sur VMware on-premise, et puis on va les migrer dans des VM dans Azure. Là, donc pas sur des environnements VMware bare metal, hein, bien dans des VM dans Azure. Donc là, entièrement scripté en s'appuyant sur les dernières commandes PowerShell AZ Migrate. Ensuite, deux nouveaux scénarios sur la partie Azure Migrate. Donc, un premier scénario, donc tout ça, c'est de la preview, bien évidemment. Des choses qui tournent autour de SQL Server dans une région bien particulière. Et chose un petit peu plus intéressante, c'est vous avez des applications Java s'exécutant sur vos environnements on-premise. Des applications Java, éventuellement s'exécutant sur du Tomcat. Et puis là, l'idée ici, c'est de récupérer ces applications et de les migrer dans notre service AKS dans Azure. Donc là, on reviendra vers vous pour vous faire une démonstration plus tard. Je crois qu'on a terminé, mon ami Stanislas, sur cette deuxième partie qui se clôture avec effectivement Azure Migrate. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ces 2 vidéos qui étaient consacrées, aux nouveautés Azure, côté infrastructure, édition printanière, 2021. Printanière, on est le 23, on est le 23 mars, donc c'est bon, le printemps, est commencé depuis, 2 jours, on est bien dans le timing. Vous aurez prochainement, sur cette chaîne, également, les vidéos sur les nouveautés Azure côté, alors cette fois-ci Cloud Native. Donc on parlera effectivement avec Pierre des services tels que les web apps,
Donc les app services tels que AKS, énormément de nouveautés autour de AKS et puis également tout ce qui est, industrialisation et automatisation avec notamment, GitHub, qui effectivement ah oui, je vois que tu es en train de te toucher, le bras ou plutôt le bicep. Donc, on parlera également dans cette vidéo quel teaser Pierre, quel teaser! On parlera dans cette vidéo également, de bicep, qui va vous permettre de faire de l'infra as code dans Azure un petit peu plus simplement, qu'avec les, templates, ARM au format JSON. Merci à toutes et à tous encore de votre participation et Merci à puis, tous. n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, à commenter ou à liker. Merci, bonne journée.